Bonjour et bienvenue au podcast Les Capsules de l'Univers. Pour avoir plus de chroniques en français sur l'univers, l'espace, je vous invite à aller sur ma page Facebook et ma page Instagram qui se prénomme Les Capsules de l'Univers. Vous avez aussi mon site internet auquel vous trouverez le podcast et le blog. Pour trouver mon site internet, simplement aller sur ma page Facebook, vous allez avoir l'adresse. Commençons aujourd'hui. Donc, le télescope James Webb a directement imagé une exoplanète similaire à la planète Jupiter de notre système solaire. Cette exoplanète est à seulement 12 années-lumière de nous. Désignée comme Epsilon Indi AB, elle a plusieurs fois la taille de Jupiter, mais c'est une des plus froides exoplanètes jamais examinées. Quoique nous connaissions l'existence de plus de 5000 exoplanètes, seules quelques-unes ont été observées directement. Celle-ci est spéciale car elle orbite autour d'une étoile de type K, ce qui est plus similaire à notre système solaire que les étoiles naines rouges qui sont les étoiles les plus communes dans l'univers. La planète Mercure pourrait loger une méga fortune de diamants. Mercure est la planète la plus proche de notre Soleil et est similaire à la Terre dans sa composition ainsi qu'aux autres planètes rocheuses. Un mystère qui plane depuis longtemps est la présence de carbone à sa surface. Un nouvel article suggère qu'elle a une couche épaisse de carbone compressée d'environ 15 km d'épaisseur en sandwich entre le noyau et le manteau, des centaines de kilomètres sous la surface. La pression souterraine a donc compressé le carbone en diamant. On pourrait trouver de la vie sous la surface gelée de la lune Europa de la planète Jupiter. Europa et Enceladus sont deux des endroits les plus alléchants pour chercher la présence de vie dans notre système solaire, car il y a un océan profond d'eau liquide entouré d'une coquille de glace. Le problème est de développer une solution d'ingénierie qui va percer à travers des kilomètres de glace pour échantillonner cette eau afin de trouver des signes de vie. Une nouvelle recherche de la NASA suggère que les éléments chimiques précurseurs à la vie pourraient être trouvés à seulement 20 cm sous la surface d'Europa et à seulement quelques millimètres sur Enceladus. Vivre dans l'espace imite la perte de masse musculaire en vieillissant. Une nouvelle expérimentation à la Station internationale spatiale aide les scientifiques à en apprendre plus sur les effets des voyages spatiaux sur le corps humain. Des cellules musculaires ont été cultivées sur des échafaudages attachés à de petits circuits électroniques et qui ont été ensuite volés vers la station. Les chercheurs ont trouvé que les cellules ont eu des changements métaboliques qui ont affaibli leur régénération, ce qui est similaire à la perte de masse musculaire avec l'âge. Ils testent de nouveaux médicaments pour réduire ou cesser ces effets négatifs. Est-ce que la géo-ingénierie peut protéger les couches de glace de la Terre? Alors que les changements climatiques continuent de faire fondre les calottes glaciaires, les scientifiques considèrent des idées plus radicales pour ralentir l'impact de la fonte des glaciers. Une nouvelle étude suggère que la géo-ingénierie des glaces pourrait faire partie de la solution pour ralentir la fonte des glaces. Ils ne fournissent pas de recommandations spécifiques, mais ils regardent dans les processus naturels qui pourraient limiter la détérioration des couches de glace, ce que les humains peuvent faire pour rehausser ce processus et quelle est notre fenêtre d'opportunité. Une surprenante source d'oxygène dans la mer profonde. Quoiqu'ils vivent dans l'eau, les poissons ont tout de même besoin d'oxygène, dont ils extraient cette dernière de l'eau par leurs branchies. L'oxygène provient de l'atmosphère ou des plantes et est mélangé avec l'eau. Mais comment arrive-t-il au fond des océans, à des milliers de mètres sous la surface? Des scientifiques ont découvert que des morceaux de métal de la taille d'une pomme de terre, appelés nodules, agissent comme des batteries naturelles, interagissant avec l'eau de mer et produisant de l'oxygène utilisé par la vie au fond des océans. Prédire des tempêtes solaires avant qu'elles ne quittent le Soleil. Notre société moderne interconnectée a tourné des tempêtes solaires intenses en menaces actuelles. La plus puissante qu'est la tempête, le plus grand est l'impact sur les réseaux électriques. Des chercheurs étudient la surface du Soleil et peuvent maintenant prédire laquelle des régions actives sont attendues de générer les plus puissantes éjections de masse de la couronne et d'éruptions solaires. Ils peuvent même prédire la vitesse des éruptions et son arrivée sur Terre avant qu'elles n'éclatent. La planète Vénus pourrait supporter la vie. C'est ce que de nouvelles évidences atmosphériques suggèrent. De nouvelles preuves préliminaires de la présence de phosphine et d'ammoniac dans l'atmosphère de Vénus approfondissent le mystère derrière ce qui engendre ces gaz. L'origine déroutante de la phosphine et maintenant de l'ammoniac signifie que l'idée que ces produits chimiques pourraient être de source biologique sur Vénus est sous de sérieuses considérations pour certains scientifiques.
La planète Vénus ne semble pas être un endroit où trouver de la vie à cause de sa température de surface très élevée, qui est suffisante pour fondre le plomb, et de sa forte pression à la surface. La présence de phosphine et d'ammoniac dans les nuages de la seconde planète en partant du Soleil, et la planète la plus chaude du système solaire, implique que si la vie peut exister là, elle serait trouvée bien en haut de la surface vénusienne. Les chercheurs sont ouverts à la possibilité que les deux composés chimiques soient produits par un processus rare de photochimie dans la haute atmosphère de Vénus, impliquant les rayons ultraviolets du Soleil, brisant les molécules et permettant à la phosphine et à l'ammoniac de se former parmi les débris moléculaires. Si c'est le cas, personne n'a encore observé ce phénomène sur Terre, pas même en laboratoire. Une autre possibilité qui a été évoquée est que la phosphine pourrait être produite par l'activité volcanique sur Vénus. Alors la présence de phosphine et d'ammoniac dans l'atmosphère de Vénus peut rester discutable, voire controversée. Étant donné la possible implication de trouver de la vie en dehors de la Terre, les enjeux sont donc très élevés. La mince atmosphère de la Lune provient des impacts constants qu'elle reçoit par des météorites. Nous donnons une réponse définitive que la vaporisation par impact est le processus dominant qui crée l'atmosphère lunaire. C'est facile d'imaginer la Lune comme une roche sans atmosphère orbitant autour de la Terre. Cependant, quoique son air soit respirable, notre compagnon satellite naturel a une mince et vaporeuse atmosphère. Les scientifiques ont longtemps été perplexes quant à cette atmosphère ténue qu'on appelle exosphère, et ont cherché quel est le processus principal qui la soutient. Mais une nouvelle recherche indique que cette exosphère rend son existence et son renouvellement à de violents bombardements de roches spatiales sur la Lune. Nous donnons une réponse définitive que la vaporisation de l'impact de météorites est le processus dominant qui crée l'atmosphère lunaire. La Lune a un âge de près de 4,5 milliards d'années, et à travers ce temps, la surface a été continuellement bombardée de météorites. Nous montrons qu'éventuellement, une mince atmosphère atteint un état stable, car elle est continuellement réapprovisionnée par les petits impacts sur toute la surface de la Lune. Le chariot Curiosity célèbre 12 ans de trajet sur la planète Mars, où le scientifique à 6 roues continue de faire de grosses découvertes alors qu'il grimpe une montagne martienne. Juste d'atterrir avec succès sur Mars est une fête, mais la mission Curiosity est allée plusieurs pas en avant le 5 août 2012, touchant le sol avec une nouvelle technique audacieuse, la manœuvre de la grue. Un jetpack robotique a livré Curiosity sur son site d'atterrissage et l'a descendu de la surface à l'aide de cordes de nylon, puis a coupé les cordes et est allé s'écraser un peu plus loin. La manœuvre de la grue est née par nécessité. Curiosity était trop gros et trop lourd pour atterrir comme ses prédécesseurs, encapsulés dans des sacs d'air qui rebondissent à la surface de Mars. Cette technique avait aussi l'avantage d'être plus précise sur le site d'atterrissage. Durant l'atterrissage du chariot Perseverance en 2021, le dernier chariot de la NASA, la technique de la grue était encore plus précise. L'ajout d'un système de navigation a permis au chariot d'atterrir sans risque dans un ancien lit de lac criblé de roches et de cratères. Les conséquences de la fusion d'étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons sont des objets d'effondrement laissés après une explosion de supernova d'une étoile qui a été entre 8 et 25 fois la masse de notre Soleil. Grâce à l'observatoire LIGO, qui détecte les ondes gravitationnelles, nous savons maintenant que les étoiles à neutrons peuvent fusionner dans un drastique kilonova qui laisse derrière des éléments nouvellement créés comme l'or. Que laisse-t-elle d'autre derrière? Des chercheurs ont simulé des collisions variées d'étoiles à neutrons et ont trouvé que la plupart des cas, un trou noir se forme, mais la formation d'une étoile massive à neutrons est aussi possible. Le pairage binaire de petits trous noirs pourrait être utilisé par les astronomes dans un jeu cosmique de cherche et trouve, pour chasser de plus larges, quoique plus insaisissables, trous noirs supermassifs binaires. La technique pourrait donc aider à résoudre le mystère de comment les trous noirs ont grandi si vite lorsque l'univers était jeune. Détecter des trous noirs n'est pas chose facile, en dépit de leur réputation de redoutables titans cosmiques. Tous les trous noirs sont entourés par une frontière où la lumière est trappée dans un sens unique, appelé l'horizon des événements, qui assure qu'ils n'émettent aucune lumière. Mais les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, avec des masses de millions ou même de milliards de fois la masse de notre Soleil, sont seulement visibles s'ils festoient sur une vaste quantité de matière environnante ou s'ils détruisent une étoile qui n'a malheureusement pas eu de la chance.
Cependant, la lumière ou les radiations électromagnétiques, plus précisément, est seulement un type de radiation. Un autre type est la radiation gravitationnelle, qui vit sous la forme de petites ondulations qui font bourdonner l'espace-temps. On les appelle des vagues gravitationnelles. On commence à peine à les détecter, notamment à l'observatoire LIGO. Cela veut dire qu'au lieu de chercher des paires de trous noirs supermassifs dans ce jeu de chercher-trouve, les astronomes peuvent à la place les écouter. Cela fonctionne comme d'écouter un poste de radio. Les trous noirs supermassifs sont la musique qui est codée dans la fréquence de modulation du signal détecté. Dans les yeux du télescope spatial James Webb, les astronomes ont vu quelque chose de rare. Des images d'une supernova à des stades différents de son évolution. Une occasion unique pour eux de mesurer la vitesse à laquelle l'univers s'étend. De quoi confirmer que quelque chose ne va pas dans notre modèle cosmologique. L'histoire commence par une question. Que sont donc ces 3 points qui n'étaient pas là avant 2015, lorsque le télescope spatial Hubble s'est tourné vers un amas de galaxies dans la constellation de la Grande Ourse, baptisée G165? Les 3 points, ce sont des objets lumineux révélés sur une image de la même région prise en 2024 par le télescope spatial James Webb. La réponse, les astronomes l'ont trouvée. Ces 3 points correspondent à une supernova. 3 points pour une seule supernova? Absolument. Parce qu'entre la supernova et nous, il y a un amas de galaxies. Et par effet de lentille gravitationnelle, sa masse courbe la lumière de la supernova de manière à nous en proposer 3 images à 3 moments différents de son évolution. Dans une série d'articles, les chercheurs racontent d'abord comment ils sont localisés, cette supernova, dans une galaxie située loin derrière l'amas G165. Dans une galaxie qui existait déjà 3,5 milliards d'années après le Big Bang, et cela fait de cette supernova la supernova de type 1A-IA la plus éloignée de la Terre jamais observée. Tout ceci rend cette supernova débusquée par le télescope spatial James Webb particulièrement intéressante. Parce que les supernovas à lentille gravitationnelle peuvent donner une mesure précise de la constante de Hubble, c'est-à-dire de la vitesse à laquelle l'univers s'étend. À la surface du Soleil, la température est déjà impressionnante, mais au cœur du noyau, elle devient phénoménale. Alors jusqu'où peut-elle aller? Au sein du noyau solaire, il règne une température de pas moins de 15 millions de degrés Celsius. Cette température énorme a permis d'initier les réactions de fusion nucléaire, lesquelles entretiennent aujourd'hui une telle température. En direction de la surface du Soleil, soit sa photosphère, la température décroît jusqu'à n'être plus que de quelques 5900 degrés Celsius. Dans certaines régions qui apparaissent plus sombres, que les astronomes appellent des taches solaires, la température est encore plus faible, de l'ordre de 3500 degrés Celsius seulement. De manière tout à fait surprenante, la température de la couronne solaire, qui forme l'atmosphère solaire, peut atteindre jusqu'à 1 million de degrés Celsius. Un phénomène que les chercheurs pensent pouvoir expliquer par l'existence sous la surface du Soleil d'une couche de plasma qui se comporte comme une marmite en ébullition. Celle-ci serait à la source d'un champ magnétique qui réchaufferait les couches successives de l'atmosphère solaire. Pourquoi n'y a-t-il pas de son dans l'espace? La lumière est ce que l'on appelle une onde électromagnétique. Elle peut se propager même dans le vide. Le son, quant à lui, est une onde mécanique, un peu comme une vague à la surface de l'eau. L'onde sonore a donc besoin de matière pour se propager, par une succession de compression et de dilatation du milieu dans lequel elle est produite, ce milieu pouvant aussi bien être solide que liquide ou gazeux. Dans l'espace interstellaire, la densité de matière est beaucoup trop faible pour que le son puisse y prendre appui et se propager. C'est la raison pour laquelle on ne peut entendre aucun son dans l'espace. Il est par ailleurs à noter que plus un corps est dense, plus il permet au son de se propager vite. Ainsi, dans l'air, la vitesse du son est d'environ 340 mètres par seconde, alors que dans l'eau, elle monte à quelques 1500 mètres par seconde, et dans l'acier, elle atteint les 5 km par seconde. L'énigme de l'eau disparue sur Mars, ce que les astronomes viennent de découvrir avec le télescope spatial Hubble. Il n'y a guère de doute que de vastes étendues d'eau liquide existaient à la surface de la planète Mars au cours du premier milliard d'années de son histoire. S'il reste encore clairement de l'eau sous forme de glace aux calottes polaires martiennes et même à son équateur, une grande partie de l'eau initiale a disparu de sa surface, ce qui constitue une énigme que les planétologues ont entrepris de percer il y a quelques années. Ils ont maintenant certains éléments de réponse. De nouveaux progrès vers la solution ont été obtenus en mobilisant notamment sur plusieurs années
des observations de Mars faites avec le télescope spatial Hubble. En combinant les données de MAVEN et de Hubble, des planétologues viennent de renouveler notre compréhension de l'énigme de la disparition de la majorité de l'eau sur la planète rouge. La mesure du rapport deutérium-hydrogène donne une idée de la quantité d'eau présente pendant l'ère du noachien, et en étudiant la façon dont ces atomes s'échappent actuellement, les planétologues peuvent comprendre les processus qui ont déterminé les taux d'échappement au cours des 4 derniers milliards d'années. L'étude de l'histoire de l'eau sur Mars est fondamentale, non seulement pour comprendre les planètes de notre propre système solaire, mais aussi l'évolution des planètes de la taille de la Terre autour d'autres étoiles. Les astronomes trouvent de plus en plus de ces planètes, mais elles sont difficiles à étudier en détail. Mars, la Terre et Vénus se trouvent toutes dans la proximité de la zone habitable de notre système solaire, la région autour d'une étoile où l'eau liquide pourrait s'accumuler sur une planète rocheuse. Pourtant, ces 3 planètes ont des conditions radicalement différentes. Avec ces planètes sœurs, Mars peut aider les scientifiques à comprendre la nature des mondes éloignés de notre galaxie, la Voie lactée. Sur Mars, il fait bien trop froid pour que de l'eau liquide puisse couler sur sa surface. Mais des chercheurs ont une idée qui pourrait changer la donne. Une idée qui pourrait faire grimper la température de la planète rouge d'une dizaine de degrés et commencer à la rendre habitable pour certains microbes. Sur Terre, de plus en plus de géo-ingénieurs cherchent le moment de rafraîchir notre atmosphère pour contrer le réchauffement climatique provoqué par nos émissions de gaz à effet de serre. Sur Mars, la problématique est très différente. Il ne fait pas assez chaud pour que de l'eau liquide coule à sa surface. Alors les scientifiques réfléchissent depuis longtemps à terraformer la planète rouge, de façon à la transformer pour la faire ressembler à la Terre. Alors une équipe de l'Université de Chicago, de l'Université Northwestern et de l'Université de Floride aux États-Unis a voulu tenter une nouvelle approche ne visant pas tout à fait à terraformer Mars. Dans un premier temps, il faut monter la température de son atmosphère. Le sol de Mars est riche en fer. Elle lui doit même sa couleur et son surnom. Alors les chercheurs se sont demandé s'ils ne pourraient pas trouver un moyen d'exploiter ce fer pour faire grimper la température. En principe, des particules de fer dispersées dans l'atmosphère auraient plutôt tendance à avoir l'effet inverse. Mais lorsque ces particules sont façonnées en tiges nanométriques, elles se mettent à piéger la chaleur et à disperser la lumière du soleil vers la surface. Une manière de renforcer l'effet de serre. Et cela semble aussi fonctionner avec un autre élément dont le sol martien est riche, l'aluminium. La planète Mars cache un océan profond sous sa surface. Un océan souterrain martien qui pourrait contenir assez d'eau liquide pour couvrir la planète rouge avec 1 mille d'eau. Des géophysiciens ont découvert un gigantesque océan caché sous la surface de Mars. Le réservoir massif souterrain a été découvert en utilisant des données sismiques. Cependant, il est beaucoup trop profondément enfoui pour y accéder par tous les moyens connus. Trappé à l'intérieur d'une couche de roc fracturée variant de 11,5 à 20 km sous la croûte externe de la planète rouge, atteindre l'eau demanderait une opération de forage qui n'a pas encore été réalisée même sur Terre. Mais si les humains y accèdent un jour, cela sera un endroit prometteur pour chercher la vie. Le système solaire externe est inondé d'eau liquide. Un océan salé est caché sous la croûte de gaz de la 4e plus grande lune de Jupiter, Europa, qui contient plus d'eau que tous les océans de la Terre combinés. Un océan enfoui sur la lune de Saturne, Enceladus, crache des jets de vapeur d'eau dans l'espace. Il y a des indices que des océans pourraient exister sur Ganymède, Callisto, Titan et d'autres lunes distantes. Maintenant, une autre lune semble inondée, la lune de Saturne Mimas, connue pour sa ressemblance étonnante avec la Death Star des films de Star Wars, pourrait arborer de l'eau liquide sous sa coquille glacée. Si cela est vrai, les océans pourraient se cacher à pleine vue et le système solaire externe pourrait être beaucoup plus habitable que nous avions pensé. En 2014, des scientifiques ont publié les premières évidences que Mimas serait un monde d'eau, submergeant la communauté dans un débat long d'une décennie. Plusieurs étaient très sceptiques sur cette possibilité. Le raisonnement était simple. La surface grandement marquée par des cratères ne montre aucun signe d'un océan interne. Comme avec Enceladus, la gravité de Saturne devrait brasser les eaux de l'océan à l'intérieur de Mimas, causant de larges craques qui apparaissent dans la glace de surface. Mais aucune de ces craques n'a été vue. 2 études font un plus solide cas pour la présence d'un océan et ils expliquent même l'énigme à la surface. Les recherches suggèrent que Mimas peut avoir un océan jeune et changeant. Si c'est cela, cela soulève le prospect d'un système solaire externe répandu avec de l'activité.
Le télescope spatial Hubble est toujours vaillant. Grâce à lui, des astrophysiciens ont découvert plus de trous noirs dans l'univers primitif que ce qui avait été rapporté jusqu'à présent. Ce nouveau résultat pourrait aider les scientifiques à comprendre comment les trous noirs supermassifs ont été créés. Une énigme persistante de la cosmologie, malgré des avancées multiples vers sa résolution depuis des années via des débats portant sur plusieurs théories possibles. Dans certains cas, à la sortie du Big Bang et bien avant la naissance des premières étoiles, des trous noirs contenant déjà des centaines, voire des centaines de milliers de masses solaires s'étaient déjà formés. Si tel est le cas, on peut s'attendre à observer très tôt dans l'histoire du cosmos observable des galaxies, avec en leur cœur des trous noirs géants. On peut aussi expliquer ces trous noirs en quantité par des effondrements gravitationnels de grands nuages d'hydrogène et d'hélium froid après le Big Bang ou encore par l'effondrement d'étoiles très massives qui pourraient s'être formées là aussi au cours des premières centaines de millions d'années de l'histoire de l'univers observable. Le mécanisme de formation des premiers trous noirs est une partie importante du casse-tête de l'évolution des galaxies. Avec les modèles de croissance des trous noirs, les calculs d'évolution des galaxies peuvent désormais être placés sur une base plus physique avec un schéma précis de la façon dont les trous noirs sont apparus à partir de l'effondrement d'étoiles massives. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci de votre écoute. Allez visiter mes pages Facebook et Instagram, les capsules de l'univers, ainsi que mon blog pour avoir encore plus de chroniques sur l'espace. Bonne semaine!